Voilà, est-ce que vous voyez tous? C'est la question que je pose toujours. Oui, Oui, on c'est bon. voit. Super. Voilà, alors, shalom à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc la septième partie. On va parler aujourd'hui du calendrier karaïte. Cette étude, on devra la faire en deux parties parce qu'elle est assez longue. On va voir au début comment ça fonctionne. On va reparler aussi du comptage des Homères. Et on va également, dans la deuxième partie, voir ce qui est reproché par rapport à ce calendrier. On l'a fait pour les autres calendriers, donc on va le faire un peu pour tous les calendriers. Comme ça, alors, on va voir un peu les pour et les contre aussi. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, comme je viens de vous dire, c'est le calendrier qu'on va étudier, donc est le calendrier karaïte. Bon, vous le savez très bien, qui sont les Karaïtes? Eh ben, c'est un mouvement du judaïsme, mais qui n'a pas, qui ne croit pas comme révélation le livre allez, j'ai un trou maintenant, du Talmud, voilà, c'est ça que je revenais plus sur le mot. Donc, ils ne reconnaissent pas le Talmud comme, parce que vous savez que le Talmud est appelé dans le judaïsme orthodoxe comme la Torah orale. Et pour les Karaïtes, eh ben, ils ne prennent pas cette Torah orale en considération. Ils se basent juste sur le Tanakh. C'est pour ça, qu'on les appelle également, je vais le dire simplement en français pour que ce soit plus facile, comme les fils des Écritures. Donc, si je me souviens bien, en hébreu, c'est les Béni Mikra. Adam. Non, les béni Mikra, donc les fils des Écritures. Et donc, c'est pour cela, ils ont quelques rites qui sont différents. Donc, ici, par exemple, vous voyez que dans la synagogue, il y a certains qui se prosternent. Et évidemment, ils ont une interprétation qui est différente, donc, comme on vient de le dire, des Écritures. Ah oui, mais voilà. Justement, je l'avais noté ici. Donc, le charéisme en hébreu, donc ça vient du mot karaout, donc qui peut s'écrire aussi charéisme, donc avec un C, un K ou CH. Hein. Ce qui compte, c'est la version hébraïque hein, qui reste toujours le même. Donc, c'est un courant du judaïsme scripturaliste, donc car il est fondé sur la seule Mitra, donc c'est-à-dire la Bible hébraïque et le refus de la loi orale. Il est donc en opposition au judaïsme rabbinique. Alors donc, les, les Karaïtes se basent uniquement donc pour le calendrier sur la Bible. Ils suivent donc un calendrier mineur, hein, donc, qui était en application lors du Second Temple. Hein. Alors, il consiste à voir quand est-ce qu'il y a la première apparition de la Lune, donc de la nouvelle Lune. Donc, on observe le premier croissant de la Lune pour définir le nouveau mois. Donc, ce n'est pas un calendrier qui est basé sur les calculs, donc, comme vous le savez, chez les rabbiniques, c'est un calcul sur les conjonctions, mais il est directement sur l'observation directe du premier croissant. Donc, il faut vraiment voir le croissant pour déterminer le nouveau mois. Ici, vous le voyez ici, hein, donc la page que je vous ai mis était tirée euh, de la page web du média francophone Karaït. Maintenant, vous la retrouverez plus parce qu'ils ont changé le site, mais à l'époque, c'était comme ça qu'il était présenté. Voilà. Alors, comme on a dit, donc, il était calculé en avance. Et comme on peut le voir aussi,
dans le livre de Shemot, chapitre 12, il nous est dit, dans le pays d'Égypte, Dieu dit à Moshe et à son fils Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois. Donc, on fait référence au mois d'Aviv parce que le mois de l'Aviv qui correspond à la maturation de l'orge, c'est ce mois-là qui est fêté la fête de Pessah. Et donc, pour présenter donc l'orge quand il est au stade Aviv, au moment de l'unité de mesure des omères, eh ben, il faut attendre que l'orge soit à maturation pour pouvoir déclarer le nouveau mois. Et donc, comme dans la Bible, il nous est dit, ce sera pour vous le premier mois de l'année, et ben, dans le calendrier karaïte, eh ben, on peut voir que le premier mois de l'année n'est pas le septième mois comme chez les rabbins, mais il est réellement le premier mois. Donc, le premier mois de l'année est également le nouvel an de l'année. Voilà. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc ça on l'a dit, donc en fonction oui, en fonction si l'orge est en maturisation, ben, donc il y a une assemblée qui va se faire euh, pour, euh, pour juger si oui ou non la nouvelle année doit être déclarée ou pas, si donc il y a un 12e mois ou s'il faut rajouter un 13e mois. Parce que vous savez que comme le calendrier karaïte est basé sur un cycle lunaire eh ben, avance par rapport au cycle solaire, et c'est ce qui fait que euh, il doit y avoir de temps en temps un 13e mois. Voilà. Alors ici on avait, je vous ai mis ici un peu les différences entre euh, le, le mois karaïte et le mois rabbinique. Ici on connaissez tous, hein, tous ceux qui sont dans le groupe. Donc chaque année on reçoit un calendrier karaïte, mais qui sert à faire des prévisions. J'insiste bien sur le mot prévision parce que on ne peut pas, je le rappelle parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on ne peut pas dire que le mois a commencé exactement à la date qui est annoncée sur le calendrier que nous recevons chaque année. Parce que, comme c'est un calendrier d'observation, il faut que le calendrier soit vu directement. Si la Lune n'est pas vue, si le premier croissant de Lune visible n'est pas vu, on ne peut pas déclarer le Rosh Hodesh, donc le nouveau mois. Donc c'est pour cela que malgré qu'on reçoit des dates, on peut voir que parfois il y a un décalage de un jour. Donc ça peut arriver qu'un jour après. Et donc, si on voit la différence entre les fêtes, donc si vous voyez dans le calendrier, dans le tableau de droite, vous allez voir qu'il y a une différence entre les rabbiniques et les karaïtes. Ce n'est pas une faute de calcul comme on pourrait le croire. Je le rappelle encore, c'est que les rabbiniques ont un calendrier calculé qui est basé sur la conjonction lunaire. Et la conjonction, c'est au moment où la Lune n'est pas du tout visible. C'est pour ça qu'il y a un décalage de 1 à 2 jours. Tandis que les Karaïtes vont avoir un calendrier d'observation, sur le premier croissant. Le premier croissant ne peut pas être calculé parce que il faut, il faut qu'elle soit visible. Et le fait que même si on va estimer quand elle sera visible, eh ben, le calcul peut parfois se tromper. Elle peut être visible qu'un jour après, par exemple. Ou par exemple, le climat peut faire qu'il y ait un nuage qui est dans le ciel et on ne pourra pas voir la Lune. C'est pour ça qu'il est impossible de calculer le calendrier karaïte. On fait des estimations, mais il faut une observation directe pour confirmer les dates qui sont transmises. Et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre les deux. Le calendrier rabbinique permet de prévoir longtemps en avance. Il permet, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand il fallait transmettre les messages, par exemple, s'il aurait fallu transmettre euh, par rapport à l'observation à toute la communauté dans le monde, on a observé en Israël la nouvelle lune, et ben il n'est pas possible en moins d'un mois peut-être d'aller dans le monde entier et rapporter ce message. C'est très 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 compliqué, surtout à l'époque. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est plus facile,
grâce à Internet, si une observation est faite, eh ben, quasiment immédiatement, ben, tout le monde entier est au courant. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait plusieurs semaines, plusieurs mois avant que l'information puisse arriver. Et donc, ça peut être difficile de recevoir l'information que le nouveau mois a commencé un mois après. D'où, c'est pour ça que les rabbiniques avaient fait un calendrier calculé. Mais les Karaïtes, comme ils ont toujours vécu la majorité du temps en Israël, et une grosse partie de leur communauté était restée en Israël, et ben c'est pour ça qu'ils ont maintenu ce calendrier d'observation. Donc voilà un peu les différents correspondants, comme ça vous voyez un petit peu. Enfin, un peu les fêtes. On voit que chaque année, ben, en effet, ça bouge. On voit que c'est un calendrier ben, qui est bien basé sur la nouvelle lune. Mais on voit que au niveau des fêtes, ben, ça reste la même chose. Et on observe aussi le même cycle pour la lecture des parachutes. Donc, je vous le disais, donc c'est un calendrier d'observation. On observe la lune, on observe l'orge, et donc on parle de la maturité de l'orge. Si, par exemple, je vous montre la maturation du blé pour que vous avez un petit peu une idée. Au stade 1, on a la germation, on a la levée qui se fait au stade 2, le taillage, la montaison, les, les paysans et la maturation. Et donc c'est ça qui est un peu observé, mais pas avec le blé, mais avec l'orge, pour permettre de savoir quand est-ce qu'il faut rajouter ou pas un 13e mois, en fonction que si euh, l'orge est arrivé au bon stade, eh ben on sait qu'il ne faut pas rajouter un mois. Attention, dans le calendrier rabbinique, il faut savoir que il y a aussi l'équinoxe qui est pris en compte. Donc l'équinoxe a aussi un rôle à jouer pour la déclaration d'un nouveau mois. Mais ce qui n'est pas du tout le cas chez les Karaïtes. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est où faut-il faire l'observation? On pourrait dire, on pourrait le faire à Bruxelles, à Paris, au Canada, à Abidjan, ou dans d'autres villes du monde entier. Mais non, les Karaïtes prennent dans les Écritures où il dit lorsque tu seras en terre d'Israël. Donc ça veut bien dire que lorsque tu es en Israël, tu feras tout. Et donc le calendrier est basé sur l'observation de la lune et de l'orge uniquement en Israël. Donc si vous arrivez demain en disant ah ben j'ai vu aujourd'hui à Bruxelles la nouvelle lune, ben, ce n'est pas pris en compte. Il faut qu'elle soit vue en Israël pour déclarer le nouveau mois. Et la même chose pour le stade Aviv. Alors c'est vrai, vous allez me dire, pour tout ce qui est agriculture, les cycles agriculture sont différents dans le monde entier. Mais il faut savoir que l'offrande à la base qui est fait au temple, était fait au temple. Et donc, il était normal que du fait que c'était la récolte qui était faite en Israël, qu'il soit présenté au temple en Israël devant Hachem, et c'est par rapport au calendrier qui est observé en Israël qu'on va apporter les offrandes au temple. Aujourd'hui, ben, il n'est pas demandé aux gens d'apporter les offrandes par rapport allez, au calendrier du monde. Il est demandé ben, d'observer les fêtes selon le calendrier d'Hachem, mais vous allez me dire aussi à l'heure actuelle, il n'y a plus de temps, c'est vrai, donc il n'est plus possible aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, d'apporter des offrandes au temple. C'est vrai qu'Hachem prophétise qu'il y aura de nouveau un temple, les nations monteront même jusqu'à Jérusalem, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais nous observons toujours le calendrier, on commémore les fêtes jusqu'au jour où où il y aura possibilité de revenir en Israël, jusqu'à Jérusalem. Alors, dans le passé, on avait fait aussi des recherches via des programmes informatiques. C'est vrai que les programmes informatiques permettent d'avoir une idée. Et la seule chose, c'est que
tout cela est très bien, mais il faut toujours une confirmation visuelle. S'il n'y a pas de confirmation visuelle, eh ben, ça ne vaut rien. Donc on peut, il y a plein de programmes qui permettent de le voir. Ici, bon, là, c'est pas tout à fait exact parce que là, on voit dans le programme que ce n'est pas allez, la première, le premier croissant, mais que c'est encore le moment de la nouvelle lune, donc au moment où il n'est pas visible, où c'est la conjonction. Donc là, à ce moment-là, on sait que ce jour-là, on ne peut pas encore le voir. Mais au moment où on va le voir, donc c'est pour ça qu'on donne les estimations, selon les calculs, on peut se dire à tel jour, moralement, on peut voir la lune. Et alors, ben, ceux qui sont en Israël vont sortir, ils vont regarder. À l'heure actuelle, ils prennent aussi des photos, mais toujours sur base de témoins directs. Et évidemment, il ne faut pas qu'un seul témoin. Il faut plusieurs témoins. C'est pour ça que chez les Karaïtes, la fois passée, il y avait une discussion parce qu'il n'y avait eu qu'un témoin pour le nouveau mois, lors d'un nouveau mois. Et du coup, du coup, certains refusaient le témoignage parce que il n'y avait eu qu'un témoin. Mais à partir du moment où il y a 2 ou 3 témoins minimum, eh ben, il n'y a pas de discussion possible. Comme ici, ben, vous voyez que durant le même mois, il y a eu différents témoins qui ont fait des photos pour l'observation de la nouvelle lune. Et à partir du moment où ils observent, ils vont envoyer à toute la communauté. Et c'est pour cela que dans les groupes karaïtes, eh ben, on reçoit l'information que le mois a commencé et aussi dans le groupe de Dévora. Date que c'est pour ça aussi que je vous l'envoie dans le groupe. Comme ça, vous savez qu'en Israël, la nouvelle lune avait été observée. Voilà encore d'autres photos, il y en a des très belles. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, il y a voilà un exemple de rapport du groupe de Dévora. Dévora est reconnue elle fait depuis 25 ans des observations avec des témoins. Et dès que elle reçoit donc dès qu'elle reçoit les rapports un peu de partout, parce qu'elle invite aussi aux gens à aller voir. Elle donne des formulaires, les gens ils voient la nouvelle lune, ils font des photos, ils renvoient, ainsi que le lieu de leur localisation, à l'heure qu'ils ont vu. Et c'est comme ça qu'elle peut faire un rapport. Et c'est la même chose dans les autres groupes karaïtes. C'est le même principe. Et généralement, ben, le fait que ce groupe-là ou l'autre groupe voit, ben, ça permet d'avoir un rapport qui est valide. Et donc, généralement, dans ces rapports, il y a les noms des témoins et des lieux et l'heure qu'ils ont vus. Euh, oui, donc là, on parle encore du rapport. Donc, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Euh, on a la date qui est donnée. Et du coup, le jour on sort, on voit un petit peu comment se présente la Lune. Donc ici, je pense sur le rapport, oui, en fait, ce que je voulais souligner, si je, ici, moralement, dans l'exemple ici, moralement, que je me souvienne, oui, moralement, dans ce qui est annoncé le 14 du mois allez, dans la période de 14 novembre, oui, on aurait dû voir la nouvelle lune. Elle aurait dû être le soir du 14 décembre, le premier jour du mois de Kislev. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez voir dans l'image sur la droite, c'est que personne n'a su voir la nouvelle lune. Et malgré que la date était annoncée que c'était pour le 14 et qu'on n'a pas su voir le 14 novembre la nouvelle lune, eh ben, on n'a pas pu faire la déclaration du nouveau mois. Et c'est pour cela que ce mois-là, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc c'était le 15 novembre, les gens sont de nouveau sortis et là, ils ont pu voir la nouvelle lune. Et comme elle était observée un jour après, eh ben, toutes les dates qui avaient été communiquées hein,
pour les différents événements, ont dû être repoussés de un jour à cause justement de cette observation tardive. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, oui, c'était la période où on avait fêté Hanouka. Et du coup, il y avait eu un jour de décalage. Et donc, c'était l'explication de pourquoi euh, on a dû repousser la date de un jour par rapport à la date de Rosh Chodesh qui avait été communiquée. Parce que l'observation directe de la Lune n'avait pas su se faire le 14, mais seulement le 15. Et donc, vous voyez, c'est pour cela aussi qu'on communique aussi beaucoup des scénarios. Pourquoi il y a des scénarios? Ben, en fonction des diverses observations. Donc, cette année-ci, ben, pour savoir quand allait commencer la nouvelle année, quand est-ce allait commencer le nouveau mois, eh ben, il a fallu attendre. Donc, il y avait eu 4 dates qui avaient été annoncées. C'était soit euh, le, le 11 mars, soit le 12 mars, soit le 9 avril, soit le 10 avril. Alors, en fonction que la Lune a été observée le 11 mars ou le 12 mars, eh ben, ça allait permettre de savoir est-ce que c'était quand le nouveau mois. Mais aussi, il fallait attendre aussi la maturité de l'orge. Comme l'orge n'avait pas été observée au mois de mars, au stade Aviv, eh ben, il a fallu pousser au mois d'avril. C'est ce qui avait annoncé donc le 13e mois. Donc vous comprenez un petit peu maintenant comment cela ça fonctionne. C'est pour ça que c'est très 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 compliqué de dire en avance quand sont les fêtes dans le calendrier karaïte. Parce qu'il y a toujours cette observation directe qui doit être faite. Et c'est la même chose aussi pour les fêtes qui vont arriver au 7e mois. Il va falloir attendre qu'il y ait l'observation de la Lune pour vous dire ah ben ça va tomber tel jour. Et au niveau des Homères, il est aussi important de savoir que le calcul des Homères est aussi différent dans le calendrier karaïte par rapport au rabbinique. Donc ici, vous voyez dans l'exemple que je vous ai mis sur l'écran, c'est que par exemple, quand il y a l'offrande de Pessah, donc on a le 14 Aviv, donc le 14 Nissan, il y a le seder qui est fait. Il y a l'offrande de Pessah qui est faite. Et donc, si ça tombe un lundi, eh ben, le lendemain, selon le calendrier rabbinique, le 15, eh ben, c'est le Shabbat qu'on retrouve dans le livre de Vaïkra, Lévitique 23:11. Et c'est à partir de ce Shabbat-là qu'on va compter les 7 semaines. Donc, à partir de ce Shabbat-là qui va permettre de donner la référence. C'est à partir du 15 qu'on a la Shabbat de référence pour dire que le lendemain, on a la présentation de l'Homère. Parce que le Shabbat du 15, c'est un Shabbatot de la grande fête de Pessah. Donc, comme le texte nous dit, le lendemain de Shabbat, vous présenterez la verge. Donc, c'est l'offrande de l'Homère qui est faite. Et donc là, c'est le 16 parce que ça représente le lendemain du Shabbat. Dans certaines traductions françaises euh, du- de la Torah, c'est marqué le lendemain de la fête. Et c'est pour cela qu'on retrouve que cette fête, c'est le 15 de Pessah, le 15 Aviv de Pessah. Le lendemain, il y a la présentation. Et puis, le reste de la semaine jusqu'au 21, vous voyez que c'est la suite des jours des Hamaksot. Ensuite, le premier 1, donc en mauve, vous voyez que c'est Rosh Chodesh, le nouveau mois. Ok. Mais vous voyez alors que le 22, c'est le premier Shabbat qui est compté. Donc le 15, c'est le Shabbat de Pessah. Le lendemain, c'est la présentation. On compte les 7 Shabbats à partir du 22. Donc le 22, le 29, puis il y a le Rosh Chodesh le 1,
vous avez le 6, le 13, le 20, le 27 et le 5. Le 5 qui correspond au septième Shabbat. Et le lendemain du septième Shabbat, vous avez la fête de Chag HaShavuot, donc la fête de Shavuot. Cette Shabbat correspond en fait aux 7 semaines. Le seul problème, on va le voir tout de suite dans l'interprétation karaïte, on va le passer à l'écran suivant. Le seul problème, c'est que pour les karaïtes, c'est que ce décompte n'est pas juste. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'on parle, dans les Écritures, nous parle de Shabbat complet. Et ce qui est remis en question, c'est que le premier Shabbat de la semaine ne peut pas être le 29, mais c'est le 3. Et on va compter le 3, 10, 17, 24, le 2. Mais puis alors, entre le 2 et le 5, pour arriver au 6, il n'y a pas une semaine complète. On n'aura pas une semaine complète qui va arriver jusqu'à Shabbat. Et pareil, entre le 22 et le 3, ou le 26 et le 3. Le fait que le décompte n'est pas fait de Shabbat en Shabbat. Et les jours qui sont proposés dans la semaine ne correspondent pas à un jour de Shabbat. Et c'est pour cela que les Karaïtes disent non. Ce n'est pas comme ça que nous calculons. Alors pour le karaïte, on a deux exemples ici. Donc le premier exemple est l'exemple le plus tôt et le deuxième est l'exemple le plus tard. Donc si la fête de l'offrande est le 14, qui va représenter donc le jour du Seder aussi, ça va tomber un Shabbat, donc c'est le Shabbat de Lévitique 23-11. Le lendemain, donc le dimanche, il y a la présentation de la verge, donc de l'Omer, qui est fait. Et puis, vous avez le reste de la semaine, les, les jours des matzot. Le 21, ben vous voyez qu'entre le, la fête, allez, la présentation de la verge, le 15, et le 21, vous avez une semaine complète. Vous avez le premier Shabbat, un vrai Shabbat, qui est le 21, qui va être le premier Shabbat compté. Ensuite, on a le deuxième Shabbat, le 28, qui correspond à une semaine complète du premier jour de la semaine au Shabbat. Le 5, c'est le suivant. Vous voyez que le 1 représente le Rosh Chodesh, le 12, le 19, le 26. Et vous voyez que le 3 va correspondre au septième Shabbat. Et ensuite, le lendemain, vous avez Shavuot, qui va correspondre donc au troisième mois. Et donc, vous pouvez compter qu'il y a bien 50 jours entre ces jours-là et 49 semaines. Donc, comment on peut le savoir? On voit du 21 au 3, vous avez 49 jours, parce que vous avez 7 semaines de 7 jours. Donc, 7 Shabbat qui est compté. Et le lendemain, donc ça fait 49. Et le lendemain, le dimanche, qui est le 4, vous avez donc le 50e jour. Dans l'exemple à droite, vous avez la même chose, mais pour l'exemple plus tardif. Donc, si vous avez la fête de l'offrande qui est faite le 14, un dimanche, ça veut dire que vous avez la semaine complète des Hamatzot, et puis le 20 va correspondre au Shabbat de Lévitique 23-11. Ensuite, le lendemain, le dimanche 21, vous allez avoir l'offrande de la verge, l'offrande, donc l'Omer. Là, vous avez une semaine complète jusqu'au 27, et là, vous allez compter un Shabbat. Ensuite, vous comptez pour le 5, le deuxième, le 12, le troisième, le 19, le quatrième, le 26, le cinquième, le 4, le sixième, et le 11, le septième. Donc là, vous allez avoir des semaines complètes de 7 jours. Ça va pendant 7 semaines, donc 49 jours.
et le 50e le dimanche, parce qu'il est dit le lendemain. Et là, il y a la fête de Shavuot. Donc voilà comment il est calculé au niveau karaïte. Alors, au niveau des Esséniens, les Esséniens ont aussi un système de comptage qui est légèrement différent. Il faut savoir que chez les Esséniens, le calendrier reste, les dates restent les mêmes chaque année. Donc, ça veut dire que chaque année, le premier jour de l'année, tu tombes un mercredi. Et la fête l'offrande de Pessah est donnée donc le mardi 14. Et ça reste toujours le mardi 14. Ensuite, vous avez le 15, donc la fête de Pessah, est le premier jour des Matzot. Et vous comptez jusque le dernier jour, le 21, le dernier jour des Matzot. À partir du dernier jour des Matzot, eh ben, les Esséniens calculent qu'il faut, à partir de ce moment-là, compter le, le Shabbat du 25 et le lendemain, c'est la présentation de la verge. Et puis ensuite, on peut compter les 7 semaines pour arriver donc le 14 du troisième mois, qui va correspondre au 49e jour, le 7, le 7 Shabbat, et le 15 qui va être la fête des pains sans pas la fête des pains sans levain, la fête de Shavuot, excusez-moi. Donc vous voyez que chez les Esséniens, c'est un calendrier, il faut savoir, solaire fixe, et que le calcul des omer se fait toujours après la période des pains sans levain, mais également le lendemain de Shabbat. Voilà. La seule chose aussi qu'il faut savoir, c'est que vous allez voir que une fois que la fête de Shavuot, qui est aussi appelée chez les chrétiens la fête de Pentecôte, est faite le 15, eh ben, ils vont avoir encore deux fois un décompte de 50 jours, parce qu'il faut savoir que le 15 correspond du troisième mois au premier jour des 50 prochains jours, pour arriver à deux fêtes qu'on retrouve dans les écrits euh, esséniens, qui est la prémisse de la vigne, qui est le troisième jour du cinquième mois. Donc, si vous calculez, vous avez 50 jours. Et le 22e jour du sixième mois, vous avez donc le prémisse de l'huile d'olive. Et alors, dans le même mois, vous avez aussi l'offrande du bois. Donc, ça, c'est des fêtes en plus du calendrier essénien, comme il y a aussi chez les rabbiniques des fêtes supplémentaires qu'on ne retrouve pas. Je pense par exemple à la fête de Tou Bishvat, qu'on ne retrouve pas chez les Karaïtes ou chez les Esséniens, mais qu'on retrouve chez les rabbins. Et chez les Esséniens, on a ces prémices de la vigne, les prémices de l'huile d'olive et l'offrande du bois, qui sont des fêtes qui étaient observées par les Esséniens. Euh, Alors ici, oui, donc ici, on parle donc des prémices du blé, hein, de l'huile qui était présentée au temple, oui. Et selon la conception essénienne qu'on a dit tout à l'heure, il fallait vraiment que les jours des pains sans levain soient venus. Donc ça, on le retrouve dans le manuscrit 4Q251 avant de présenter les, les prémices de l'orge. Voilà. Maintenant, on avait vu la fois passée, on va vite reparler, c'était dans le calendrier du Shabbat lunaire. Eh ben, on peut voir que eux, dans le calcul des 50 jours, enfin, le calcul pour arriver à la fête de Shavuot, ils vont calculer le 16, donc vous voyez en haut à gauche, tout en haut le premier mois, le 16, ça va être l'offrande. Et après, ils vont calculer les 7 semaines pour arriver vers le 29, oui. Et ensuite, ils vont
que je dise pas de bêtises. Et puis, ils vont calculer les 50 jours. Oui, donc ils vont calculer les 7 semaines, et puis ils vont calculer 50 jours, et c'est pour cela, en fait, le 28-29 correspond chez eux à la fête des semaines dans la fête de Shavuot. Évidemment, cela n'est pas thoraïque, il n'est pas dit qu'on doit compter 7 semaines et puis encore 50 jours. Là, je pense qu'il y a une grande confusion dans leur compréhension. La Torah nous dit bien, il faut calculer 7 semaines qui correspondent donc plus le lendemain, et c'est cela qui correspond aux 50 jours. Il y a seulement chez les Esséniens où on voit trois décomptes de 50 jours qui est fait. Mais il n'y a pas, pour fixer la même fête, deux décomptes différents. Alors, c'était important de le souligner. Alors, il nous est dit, euh, ouais. Alors, pour la fête de Yom Kippour, eh ben, on voit que il nous est dit dans Vaïkra 23, 37 à 38, donc ce sont les fêtes solennelles. Vous publierez pour être des convocations saintes afin de présenter à Adonai des offrandes consumées par le feu, des holocaustes, des offrandes de grains, des sacrifices et des libations, chacune de ces choses en ce jour, en plus des Shabbats de Adonai, en plus de vos dons, en plus de vos vœux et de toutes les offrandes volontaires que vous présenterez à Adonai. Donc, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il nous dit bien euh, qu'il y a donc des convocations, que chaque convocation ben, a vraiment un jour fixe. Hachem a ses dates, on doit respecter ces dates, et selon le calendrier karaïte, ces dates ne peuvent pas être communiquées fortement en avance. Comme je vous l'ai dit, elles sont communiquées par rapport à l'observation, et on doit voir vraiment afin de pouvoir, afin de pouvoir dire ce mois, c'est telle date que telle fête va arriver. Il faut l'observation de la lune, il faut l'observation de l'orge. Et c'est pour cela que les Karaïtes sont souvent dans les champs. On voit aussi que les Karaïtes sortent à chaque fois au moment où c'est la période d'observation des nouvelles lunes, comme aussi faisaient les rabbinites à l'époque où ils étaient encore à Yerushalayim. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, c'est une tradition qui existait déjà chez les rabbins aussi, qui a été perpétuée chez les Karaïtes. Ils ont conservé cela, ils sont pas passés sur le calendrier d'Iliel 2, ils ont voulu garder cela. Et, euh, et si, parce que le gros problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que beaucoup essaient de revenir au calendrier authentique et, euh, et plusieurs ont vu à travers ce calendrier des Karaïtes, on voit dans les Écritures qu'il y a quand même un sens aussi logique par rapport à par rapport à ce qui est écrit. Évidemment, il y a certains qui remettent en question certains versets. Certains vont s'appuyer sur d'autres sources externes. Donc, les rabbinites vont s'appuyer sur le Talmud. On va avoir ceux qui suivent le calendrier essénien vont se baser sur des livres aussi externes, style livre d'Enoch et du Jubilé. Mais les Karaïtes, eux, vont chercher que dans le Tanakh pour définir le calendrier. Certains qui observent aujourd'hui le calendrier solaire de 360 jours vont dire qu'on l'a pris aussi dans le Tanakh, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de recadrage qui est prévu dans le Tanakh. Or, dans la logique karaïte, par l'observation de la Lune et par l'observation de l'orge, eh ben, le fait qu'on Hachem demande qu'on présente l'orge au moment de, du jour de l'Omer, eh ben,
il y a quand même une certaine logique qui nous montre que ce calendrier est quand même utilisable. Que d'autres, comme on vient de dire, le calendrier des 360 jours, comme il n'y a pas de recalage qui est refait, la seule donnée qu'ils utilisent, c'est par rapport à l'équinoxe, mais qui n'est pas pris en compte par les Karaïtes parce que ils ne prennent pas en compte de du terme Tekoufa pour faire leur calcul. Pour eux, le calendrier donc est uniquement sur l'orge et sur la lune. Maintenant, c'est vrai que certains vont nous dire oui, le Tekoufa, c'est l'équinoxe. D'autres vont s'y opposer. D'autres vont dire c'est simplement la fin d'un cycle ou ça représente juste un cycle. Et donc, dans la compréhension karaïte, eh ben, cela représente un cycle, mais pour avoir les dates, il faut faire l'observation que sur l'orge et sur la lune. Voilà, donc j'espère que ça a été assez compréhensible pour vous tous. La semaine prochaine, on va parler donc des problèmes que certains ont relevés par rapport à ce calendrier. Et, euh, et comme ça, alors on pourra voir ensemble sur sur ces données-là. Donc ce sera la deuxième partie de cette partie-ci. Et alors par la suite, on parlera aussi dans le futur du calendrier d'Enoch, des Esséniens, de Qumran. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dessus, donc à mon avis, ce sera aussi une étude qui sera divisée. Voilà, c'est à vous. Comme ça ne reste pas trop long ce soir. Merci Lionel. Ok, merci. Merci Lionel. Lionel. Merci. Merci Bernard, merci beaucoup. Merci Lionel. Je sais que c'est très technique, c'est pas toujours facile à comprendre. Si vous avez des questions, il faut pas hésiter à poser, parce que pour certains, ça peut être simple, mais pour d'autres, ça peut être compliqué. Par exemple, Jocelyne, quand elle me dit, moi, je comprends rien du tout, il faut juste me dire, ça tombe quand? Mais aussi, il faut savoir qu'à la base, c'est ce que faisaient aussi les prêtres. Les prêtres, c'est eux qui faisaient les calculs, et ils annonçaient au peuple, et c'est comme ça que le peuple pouvait faire l'effet. Donc, même si parfois c'est compliqué à comprendre, eh ben vous ne devez pas vous inquiéter. Ben nous, on va donner les dates, on va vous dire la lune a été vue, la fête sera tel jour, donc ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez poser quand même des questions par rapport à ça pour mieux comprendre, c'est à vous. Ok,